avons une trentaine de participants. Exactement. On va démarrer peut-être, Oui, oui, Ludovic? exactement. Alors, je vais partager l'écran. Pour Voilà. partager l'écran, oui. Bonjour à Voilà. tous. Nous sommes effectivement avec Ludovic Charpentier, les deux co-responsables du master immobilier, du parcours immobilier de la mention finance. Et ce soir, donc, nous allons vous présenter en 1 heure les, les grandes lignes de ce master. On vous présente ça sous forme d'un PowerPoint rapide. Et puis évidemment, on est surtout là pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut mettre un peu plus plein écran, Ludovic? C'est Oui, c'est ce que je possible? suis en train de faire. Hop, hop, hop. Et bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne veut pas commencer le diaporama. Hop, à partir du début. Voilà, c'est bon. Ah ben voilà, c'est superbe. Bon, alors, hop, Donc, voilà. on va démarrer effectivement. Donc, vous connaissez le Master 2 en finance, donc qui regroupe 11 parcours. Et donc, nous vous présentons maintenant le parcours 246, donc management de l'immobilier, avec, pour commencer, alors, Voilà. ah, attends, c'est bizarre parce que moi, je te vois sur le côté. Est-ce que vous voyez tous, est-ce que les étudiants voient tous la slide? Oui. Oui, oui. Oui, Oui, vous la voyez? Voilà. oui, c'est tout bon. Bon, pour moi, elle est toute petite sur le côté. Ah, ben voilà, ça y est. Excusez-moi, il y a eu un petit souci. Donc, qui est un master donc, d'une année de niveau 2. Hein. Vous êtes passé par une formation de master 1 ou équivalente, ou plus, avant d'intégrer ce master. Le 246 va donc connaître à l'automne sa 25e promotion. Il reçoit effectivement un nombre important de candidats, de l'ordre de 300 candidats chaque année depuis maintenant un moment, et nous avons 35 places, ce qui donne une première idée de la sélectivité de l'entrée. Et le principe de base de notre formation dans l'immobilier institutionnel, c'est de couvrir l'ensemble des questions techniques, qu'elles soient financières, qu'elles soient juridiques, on y reviendra tout à l'heure, de l'ensemble des types d'actifs de l'immobilier. Donc, évidemment, le résidentiel qui représente l'activité en mètres carrés et en superficie la plus importante, les bureaux qui sont le débouché le plus important de nos promotions, mais aussi les commerces, la logistique, l'hôtellerie, principalement. Et on a aussi un petit cours, par exemple, sur les data centers. Voilà. Denis, si tu me permets d'ajouter peut-être un petit commentaire, c'est clair que ça n'est pas une formation pour les agents immobiliers. Voilà, que les choses soient claires. Alors, vous êtes pour la plupart un petit peu jeunes pour avoir vécu cette période, mais au milieu des années 90, l'immobilier en France et en Europe de façon plus générale a connu une vraie révolution, où il y a eu énormément de financiarisation de ce secteur, avec il y a des modes de gestion et de financement qui sont clairement calqués sur ce qui existait dans la plupart des autres secteurs de la gestion d'actifs. Et donc, c'est d'ailleurs à cette occasion que le master a été créé quelques années plus tard. Et on est vraiment là pour former des gens qui vont travailler dans les sociétés de gestion d'actifs. C'est principalement ça, mais en ayant une culture pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils soient capables de travailler dans toute l'industrie immobilière. Voilà. Je passe sur la slide suivante, peut-être pour toi, Denis. Voilà. Oui, et effectivement, tu viens de dire exactement ce que, enfin, d'introduire en tout cas ces débouchés, hein, le type
de débouchés qui sont proposés donc à des cadres et effectivement des dirigeants de l'immobilier dans des sociétés de gestion, dans des foncières, c'est-à-dire des entreprises qui détiennent des actifs et qui les gèrent auprès de promoteurs immobiliers. Ça, c'est plus classique, mais aussi auprès d'utilisateurs donc des grandes entreprises qui ont des directions immobilières. Et de fait, c'est cette gestion au fond financière de l'immobilier qui va vous amener effectivement dans de l'asset management, c'est-à-dire de la gestion d'actifs pour en améliorer la valorisation. C'est ça, en immobilier, la même chose d'ailleurs que dans d'autres actifs financiers. Dans de l'investissement en immobilier, ou éventuellement d'ailleurs aussi du désinvestissement, dans des fonctions de financement d'opérations immobilières d'institutionnels. Bon, ça peut arriver que certains d'entre nos anciens étudiants partent dans de financement immobilier de particuliers, mais c'est quand même extrêmement rare. Ou alors dans du fonds de management, c'est-à-dire des fonds qui recueillent des financements souvent très importants, enfin de plusieurs centaines de millions, voire parfois de quelques milliards, pour investir des fonds dans des achats d'actifs immobiliers. Et pendant un certain temps, pendant cette période-là, le fonds est censé évidemment se valoriser, améliorer ce qui sera rendu à ceux qui ont investi dans ce fonds. Donc ça, c'est effectivement l'essentiel des débouchés, hein, c'est la majorité des débouchés aussi dans la promotion immobilière. Le promoteur immobilier, c'est une sorte de chef d'orchestre, on utilise souvent ce terme, mais il est plutôt adapté, qui part d'un terrain nu et qui imagine à partir de ce terrain ce qu'il peut réaliser en immobilier dessus. Donc, est-ce que ce sera du logement, est-ce que ce sera du bureau, est-ce que ce sera petit, grand, etc. Quelle peut être la perspective architecturale? Il fait réaliser cet actif qu'il a imaginé et il le fait réaliser aussi dans la perspective de le vendre, puisqu'il n'a pas, lui, vocation à garder en gestion un actif. Et donc, il le vendra soit à la découpe à des particuliers, je dirais appartement par appartement, si c'est du résidentiel, ou à la découpe ou globalement pour des bureaux, si c'est un actif de bureau, par exemple. Donc, c'est un métier évidemment un peu différent, mais aussi avec une forte dimension financière. Et puis, un certain nombre d'autres métiers autour de l'intermédiation, donc des brokers, mais intermédiation d'actifs institutionnels, hein. On ne formera pas effectivement des agents immobiliers qui travailleraient sur des appartements ou des maisons de particuliers. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, des grandes entreprises utilisatrices d'immobilier ont de plus en plus, ce n'est pas tout à fait récent, mais ont de plus en plus des équipes dédiées à la gestion de leur parc, parce qu'elles ont des bureaux importants, elles ont éventuellement même des locaux industriels. Et l'un de vos enseignants, pour donner un exemple, est aujourd'hui directeur immobilier du groupe L'Oréal, là, qui détient ou qui gère en utilisateurs des centaines de millions de mètres carrés, centaines de milliers de mètres carrés de bureaux et de locaux de formation, etc. Alors, l'idée, effectivement, est que vous ayez, en sortant du master, sur tous les actifs possibles qu'on évoquait, des bases solides en matière financière, dans les
différentes rubriques du droit immobilier, aussi des notions techniques, ça n'est pas une école d'ingénieurs, mais des notions techniques, notamment sur la maintenance et la réhabilitation des immeubles. Évidemment, un volet environnemental durable important, qui est un grand sujet à venir, et avec sur l'ensemble du panel un niveau minimal qui garantisse à vos employeurs que vous ne fassiez pas beaucoup de bêtises, ou plutôt pas du tout. Donc ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, mais c'est une des forces que nous reconnaissent les employeurs qui reprennent nos anciens étudiants, c'est que les étudiants sont en état, quel que soit le problème posé, quelle que soit la situation rencontrée, sont en état de répondre, entre guillemets, correctement pour défendre les intérêts de leur entreprise. Alors, un peu parce qu'ils connaissent un certain nombre de choses dans les matières financières ou juridiques, et un peu aussi parce qu'ils savent quand ils ne savent pas. Donc ça, c'est très important dans ce métier qui est très pointu. Et donc, dans ces cas-là, renvoie effectivement à des experts ou recours à des experts. Mais l'idée de notre formation, et notamment de la vérification de vos compétences, de ce que vous avez acquis à l'occasion des examens, c'est vraiment que vous ayez sur tous les sujets un niveau minimal. Ce qui veut dire que si vous êtes très très bon en droit, ça ne vous permettra pas d'avoir votre diplôme pour compenser un très mauvais score en finance, et inversement. Donc ça, c'est un élément très important de cette formation généraliste. On peut passer peut-être à la… Alors, les spécificités. Ouais. Voilà, vas-y, Ouais. Ludovic, vas-y. Voilà. Tu veux que je continue sur ce point? Oh, oui, si tu veux, et puis je ferai Oui, la slide suivante. oui, Voilà. tu feras la suite. Alors, Voilà. effectivement, comment se passe notre scolarité? C'est une formation en alternance, c'est-à-dire que vous passez, on le précisera tout à l'heure, mais que vous passez 3 jours en entreprise, donc sur des fonctions juniors, mais sur des fonctions qui pourraient être celles que vous assurez à la sortie du master. Donc, en asset management, fonds de management, en chargé d'opérations immobilières, évidemment, sur des fonctions juniors, mais qui vous permettent, dans un contexte d'entreprise tout à fait normal, banal, d'exercer le métier, évidemment très encadré, avec un tuteur, que vous exercerez plus tard. Et puis, 2 autres jours dans la semaine, vous les passez à Dauphine. Là, on vous dira tout à l'heure nombre d'heures qui est assez élevé. Cette idée d'alternance, évidemment, est pour nous absolument centrale, puisqu'elle permet de faire le lien entre la théorie et la pratique. Elle est très utile aussi pour l'insertion professionnelle, puisque à peu près la moitié des alternants continuent dans les fonctions qu'ils tenaient en junior d'alternants, continuent dans les mêmes fonctions avec un CDI à la sortie. Cette alternance a un autre avantage. Il exige évidemment de vous de faire la gymnastique entre quelque part 2 maîtres, c'est-à-dire le maître qui est l'entreprise, parce que l'entreprise, évidemment, attend de vous, même en junior et même en apprenti, en alternance, attend de vous quand même des rendus. Vous êtes chargé d'un certain nombre d'opérations, et de l'autre côté, vous devez réussir vos examens avec des notes minimales pour obtenir votre diplôme. Et donc, parfois, et même assez fréquemment, vous avez des pointes en entreprise et des pointes au master. Donc ça, c'est tout à fait banal dans la vie professionnelle que vous rencontrerez. Et le fait de devoir gérer ça, en termes d'emploi du temps, en termes d'explication aux uns et aux autres,
en termes de mobilisation de votre part, de priorité dans votre vie professionnelle, personnelle, etc. C'est un très, très bon exercice. Pas simple du tout, parfois exigeant, qui parfois conduit à ce que vous soyez un peu fatigué, mais nous pensons que c'est un très bon entraînement pour vous et on préfère effectivement que vous rencontriez ce type de difficulté d'agenda, hein, en grande partie c'est ça, que vous le rentriez dans un milieu évidemment un peu protégé, qu'est le master et qu'est l'apprentissage. Donc ça vraiment, vous trouverez que parfois les journées sont longues au master, enfin à Dauphine, que les journées vous mangent beaucoup de temps chez votre employeur. C'est la vraie vie et c'est important que vous sachiez jouer, jongler entre tout ça. On a déjà parlé effectivement de la pluridisciplinarité des enseignements qui sont proposés par une cinquantaine, qui sont réalisés par une cinquantaine de professionnels. Nous avons quasiment que des professionnels dans le monde enseignant, sur un modèle que Dauphine aime bien. Et effectivement, nos enseignants sont dans toutes les spécialités parmi les meilleurs du secteur, c'est-à-dire ceux qui sont très pointus du point de vue intellectuel, ceux qui sont souvent à la manœuvre sur beaucoup de sujets, parfois très innovants ou des sujets parfois lourds, et ceux aussi qui ont pris l'habitude, parfois depuis longtemps, des décennies, certains 25 ans, pas beaucoup, mais Ludovic en fait partie, depuis 25 ans, qui ont l'habitude d'enseigner, hein, donc qui ont quand même des qualités très diverses et très nombreuses et très grandes pour que les cours soient vraiment productifs et utiles pour vous. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Nous arrivons à mobiliser des personnalités, hein, parce que ce sont toutes des personnalités lourdes du secteur. Nous arrivons à les mobiliser parce que nous leur garantissons un nombre pas trop important d'heures de cours et donc pas trop compliqué dans leur agenda, qui est un agenda évidemment de personnalité, comme je le disais. Et ça aussi, ça vous fait évidemment faire une petite gymnastique intellectuelle entre des enseignants qui sont là, en général, une moyenne d'une dizaine d'heures par an. Donc, quand même, en 10 heures, vous pouvez faire passer des messages, ils peuvent faire passer des messages, mais vous aussi, ça vous oblige à vous adapter assez souvent donc, à des changements d'enseignants, et ça aussi, évidemment, ça correspond à la vraie vie. Vous n'avez pas toujours juste le même client, le même fournisseur tranquillement pendant des années. Nous avons chaque année un parrain, une marraine. Alors, alternativement, donc pour l'année prochaine, ce sera une marraine, puisque cette année, c'est un parrain de promotion qui est voilà, une grande personnalité, un grand monsieur, une grande dame de l'immobilier. Cette année, par exemple, c'est Éric Donnet qui a été pendant plus de 10 ans le patron vraiment très efficace, très reconnu du groupe Ama Immobilier et qui a pris il y a 1 an maintenant à peu près, je pense, la direction de Daniel Féaud, qui est le grand acteur de l'immobilier résidentiel de luxe dans la transaction en France. Ils ont à peu près la moitié du marché. Donc, qui a une palette très, très importante et qui, par ailleurs, d'ailleurs, est président du club de l'immobilier qui regroupe les 100 personnalités les plus importantes de l'immobilier français. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, effectivement, vous accompagne dans un voyage de fin d'année, on pourra en parler tout à l'heure, qui vous accompagne dans un certain nombre de manifestations autour de ces équipes. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir rencontrer une entreprise un peu différemment que celle que vous rencontrez en tant qu'alternant, puis qui est surtout quelqu'un voilà, qui a une vision de grand patron de ce qui se passe dans l'immobilier, une vision de long terme qui peut être de très bons conseils
et d'ailleurs de très bon appui ensuite dans votre vie professionnelle. Donc ça, c'est un plus tout à fait intéressant. Nous sommes aussi accrédités à la RICS, ce qui vous permet effectivement de candidater rapidement après la sortie du master à rentrer dans ce club qui regroupe aujourd'hui à peu près 1300, 1400 personnes en France. Un plus dans un début de carrière. Est-ce que tu veux y aller là-dessus, Ludovic? Très bien, très bien. Pour entrer un tout petit peu plus dans le détail sur ce qu'expliquait Denis, donc on est quand même sur un rythme qui est assez exigeant pendant toute l'année, puisque vous passez donc sur le principe de l'alternance, vous passez 3 jours en entreprise, donc le lundi, mardi et mercredi, et 2 jours à Dauphine, donc les jeudis et vendredis. Parfois, alors ça reste exceptionnel. Il y a quelques cours le samedi matin, mais ça arrive une poignée de fois dans l'année. Donc, vous avez théoriquement vos week-ends libres, mais ça reste quand même quelque chose de très exigeant. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui ont connu une prépa, ça ressemble un peu quand même au rythme qu'on peut connaître en classe préparatoire, notamment parce que vous avez des entreprises qui ne vous voient pas les jeudis et vendredis, et donc qui sont parfois un peu frustrés et vont vous donner éventuellement un peu de travail à la maison. Et puis la formation académique elle-même nécessite du travail à la maison également. Donc vous avez quand même au total 500 heures de cours, examens et conférences, 900 heures en entreprise dans l'année, de septembre jusqu'à juin, sachant que l'alternance est censée quand même se durer jusqu'au 31 août de l'année même fin septembre. Même fin septembre. Fin septembre, même, oui, voilà. Et donc, voilà, c'est un rythme exigeant, mais le côté extrêmement intéressant, c'est que vous allez, au cours de cette année, voir en pratique ce qu'on vous apprend pendant les cours. Pour la plupart d'entre vous, vous allez avoir immédiatement des applications des concepts qu'on vous enseigne pendant l'année en cours. Et inversement, vous allez, au travers de votre pratique, je dirais, nourrir votre pratique de la théorie qu'on va vous enseigner. Donc, c'est vraiment l'alternance, c'est l'élément important qui crée de la richesse au cours de cette formation et qui, au bout d'un an, vous rend immédiatement opérationnel. Bon, sans parler aussi de l'exigence en matière d'organisation de son temps qui fait que vous allez assez rapidement comprendre que le rythme professionnel est un petit peu différent du rythme universitaire. En plus de ça, je dirais, l'année est marquée par un certain nombre d'événements. Donc, il y a des conférences qui sont organisées pendant l'année, des after-work avec notamment les anciens aussi, les anciens du master, puisqu'on a aujourd'hui plus de 800 diplômés du master depuis qu'on a créé cette formation. Des webinaires aussi autour de l'année. Et tout ça constitue également, d'ailleurs, avec la présence du parrain, des occasions de contact, et puis avec vos professeurs également, des occasions de contact avec les dirigeants du groupe immobilier. Et on est quand même dans un secteur où beaucoup d'embauches se font, je dirais, sur la connaissance ou les recommandations qui peuvent exister des uns et des autres. On est quand même sur un secteur qui est finalement dans la partie institutionnelle. On parle pas des agents immobiliers dans le résidentiel, mais dans la partie institutionnelle, vous vous rendrez compte qu'au bout d'une dizaine d'années, vous ne connaîtrez pas tout le monde, mais vous connaîtrez quelqu'un qui connaît quelqu'un, systématiquement, dans n'importe quelle entreprise du secteur. Donc ça, c'est intéressant. En fait, l'aspect réseautage est extrêmement important dans notre secteur d'activité. Et puis, le point d'orgue de l'année, donc ça, c'est une manifestation qui existe depuis plus de 15 ans. Je crois que ça fait 17 ans. 2008. Donc, ce sont les foulées de l'immobilier. Donc, c'est un événement qui a été créé par le master et qui consiste à réunir
2500 participants qui viennent de différentes entreprises de l'immobilier, qui sont issus d'environ 150 sociétés du secteur. Et l'idée, ça consiste à courir 10 km en groupe ou seul pour le compte de son entreprise ou pour son compte personnel. Et tout ça est organisé par les étudiants de la promotion du master de Dauphine. Donc, c'est aussi un élément de notoriété pour notre formation et puis également, à nouveau, un élément de réseautage pour l'ensemble des jeunes diplômés. Et en plus, comme toute la promotion est impliquée dans cet événement, bah, ça fait partie. C'est à la fois un élément fédérateur de la promotion chaque année, et puis un élément formateur parce que ça apprend à organiser des événements avec un grand nombre de participants. L'insertion professionnelle, bah, écoutez, on a déjà commencé à en parler. Alors, on a fait sont les dernières statistiques, mais finalement, elles sont assez en ligne avec ce qu'on voyait les années précédentes. On a 60% des sorties qui se font dans ce qu'on appelle l'investment management, hein, la gestion d'actifs immobiliers, donc avec des fonctions en acquisition pour acheter les immeubles, en asset management pour les gérer, ou en fund management pour gérer la relation stratégique avec le client final, hein, sachant que dans beaucoup de sociétés, le client final, ce n'est pas celui qui gère. Le client final, c'est souvent une compagnie d'assurance, un fonds de pension, une caisse de retraite. Donc ça, c'est tout dans tout le secteur de l'investment management, mais on peut aussi englober dans ce secteur les postes au sein des grandes foncières cotées comme Unibail, Gecina ou Klépierre, qui embauchent régulièrement nos jeunes diplômés. On a dans ces trois grandes sociétés foncières, on a aujourd'hui des cohortes significatives de diplômés qui sont en poste et à des fonctions assez très très seniors. Voilà. Et puis on a également des professeurs d'ailleurs qui sont issus. On a le directeur général adjoint de Gecina qui enseigne au sein de notre master. 20% de la promotion allait en promotion immobilière, donc en développement d'actifs immobiliers. Alors c'est clairement un pourcentage qui est légèrement en retrait par rapport aux années précédentes, parce que c'est vrai que le secteur d'activité est impacté aujourd'hui par la hausse des taux d'intérêt, et donc vous avez un tout petit peu moins d'activité dans le secteur de la promotion immobilière. Donc ça il en résulte une capacité de placement un tout petit peu moins grande de nos jeunes diplômés, mais il faut quand même savoir que par rapport aux difficultés importantes que connaît le secteur, le taux de placement de 20% est quand même excellent. C'est-à-dire que dans les grandes années, on faisait 30%, et là, à 20%, on place un tout petit peu moins d'étudiants dans ce secteur. Voilà. Et ensuite, d'autres secteurs toujours liés à la finance et l'immobilier, donc les financements au sein des grandes banques, ce qu'on appelle le private equity immobilier, donc c'est plutôt sur des fonds d'investissement un tout petit peu plus opportunistes. On a régulièrement un certain nombre de nos diplômés qui vont, en moyenne 1 ou 2 par promotion, qui vont travailler à Londres. Et puis en intermédiation, donc ça sont dans les grands cabinets de brokerage, vous connaissez probablement, qui s'appellent CBRE, JLL et BNP Paribas Real Estate, et puis également en expertise. Donc je disais tout à l'heure, plus de 800 diplômés depuis la création du master, et qui sont dans toutes les grandes sociétés. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une société significative de notre secteur d'activité dans lequel il n'y a pas au moins 1 ou 2 diplômés du master 246. Et c'est vrai que notre formation, à la fois par la qualité des diplômés de la formation et puis des diplômés, et également par le nombre, hein, puisqu'on sort quand même chaque année entre 30 et 35 diplômés dans le secteur, c'est progressivement imposé comme la formation de référence pour l'industrie immobilière. Et puis ça se traduit aussi par des rémunérations qui sont tout à fait correctes. Alors pour 2024, on a demandé aux étudiants donc, de la promo qui est sortie à l'été dernier. On leur a demandé un sondage, et donc on est quasiment à 60 000 € prime comprise de rémunération à la sortie. Et sachant qu'il y a
on va dire, la majorité se situe autour de 50-55, mais on a des rémunérations qui peuvent être beaucoup plus importantes dans quelques cas. Peut-être juste effectivement Oui, préciser, tu évoquais la promo sortante, oui, qui a non seulement une rémunération un peu supérieure à l'an dernier, mais qui a été placée en totalité, hein. Donc c'est oui, un point important dans ce moment conjoncturel un peu tendu, faut le dire. oui, oui, effectivement. Donc, on n'a pas de souci pour placer effectivement nos diplômes. Le processus de candidature, donc nous sommes une formation M2, donc ce qui veut dire que nous sommes ouverts aux titulaires de M1 diplômés d'école d'ingénieurs ou de commerce. Donc là, ils sont M2, mais donc par définition, ils ont l'équivalence M1. On a un certain nombre de personnes qui ont un M1 en droit. On a des architectes. On a de l'hôtellerie, des gens qui viennent de l'école hôtelière de Lausanne aussi, on a régulièrement. Quelques étudiants par la voie de l'expérience professionnelle, donc qui ont au moins, je crois que c'est 3 ans d'expérience, hein, minimum. Dans la pratique, c'est plutôt 5 en fait, hein, mais c'est 3 ans au minimum. Bon, mais c'est pas la majorité en fait. Les étudiants sont quand même dans un cursus de continuité de leurs études, éventuellement après avoir effectué 1 ou 2 années de césure. Alors, juste avant de parler de ça, on a quand même aussi la capacité, je dirais, dans les étudiants qui candidatent en M1, je dirais, il y a un certain nombre d'étudiants pour lesquels on est en parcours fléché. Hein, Denis, je parle sous ton contrôle. Donc, ils candidatent en M1 en disant, voilà, je candidate en M1 à Dauphine, mais OMA Finance, OMA voilà, Finance. OMA Finance, voilà. Mais c'est dans la perspective d'ensuite venir en M2. Donc, qui demande, non pas pour l'année prochaine, mais pour l'année suivante, une forme de préinscription en M2. Bon, ça concerne que quelques candidats. Effectivement, c'est la voie par le M1 Finance. Mais ceux qui passent par le M1 Finance à Dauphine gardent de toute façon la capacité d'opter pour le M1, que ce soit pour le M2, pardon, immobilier, que ce soit à l'issue de leur M1 ou à l'issue éventuellement de l'année de césure qui suivra leur M1. Tout ça pour dire que le fait d'avoir effectué une première immersion dans l'immobilier, que ce soit par des stages ou par d'autres types d'expériences, est clairement un plus, ou dans la gestion d'actifs hein, également, hein, est clairement un plus dans votre dossier de candidature. Mais bon, c'est pas un prérequis absolument nécessaire. On regardera à la fois la qualité du dossier académique, euh, la motivation pour rentrer dans le secteur et pour quelles raisons vraiment vous voulez rentrer dans ce secteur-là. Et puis effectivement, les stages sont là pour apporter une preuve que de votre motivation, mais c'est pas absolument nécessaire. Ensuite, en document requis, bah, vous verrez ça sur la plateforme hein, qui explique ça assez bien. Et on demande quand même un niveau minimal de B2 en équivalent IELTS ou de 785 en TOEIC. Hein, l'un et l'autre sont équivalents. Sachant que vous n'êtes pas obligé de nous fournir ce niveau-là au moment où vous déposez votre dossier de candidature, mais par contre, quand vous passerez les entretiens, si vous êtes sélectionné, il sera nécessaire que vous soyez en mesure de produire ce document. Ceux qui n'ont pas encore passé leur TOEIC n'ont pas, il y a une tolérance qui va au-delà du 24 février pour compléter le dossier. Mais bon, c'est toujours mieux quand même d'avoir la feuille de TOEIC disponible le 24. C'est pas, ou en tout cas, il faudra l'avoir quand vous passerez devant le jury entre le 19 et le 28 mars. Voilà. Et puis après, le processus, il est assez classique. Hein, c'est-à-dire que on va recevoir un grand nombre de candidatures, à sélectionner sur entre 70 et autour de 70 étudiants qui passeront l'entretien. Et puis ensuite, on en sélectionnera un certain nombre avec une petite liste d'attente, parce qu'en fait, on a constaté ces dernières années que la liste d'attente rarement progresse assez peu rapidement. En tout cas, si elle progresse, c'est plutôt d'ailleurs souvent dans les derniers jours avant la rentrée.
avec quelques candidats qui se désistent au dernier moment. Mais bon, de toute façon, si vous êtes suffisamment motivé, on espère que vous serez dans la liste principale d'admission. Voilà. Alors oui, on vous laisse. Donc vous avez, mais je pense que vous avez les coordonnées de Lucie Landowski, qui est l'assistante du master. Mais je pense que vous trouverez ces coordonnées également sur le site de Dauphine, normalement. Alors, vous pouvez lui adresser quelques emails, mais on va essayer peut-être là dans le quart d'heure qui nous reste de répondre aux questions que vous pouvez vous poser à propos de notre parcours. Voilà. Denis, tu as peut-être quelque chose à ajouter avant que je ferme cette fenêtre? Écoute, non, c'était clair. On a et effectivement, Ludovic parlait des préfléchés et des étudiants passés par la formule césure du M1. Donc, on en a déjà 7, je crois. Donc, ce qui va laisser effectivement pour vous 28 places. Donc, on sélectionnera entre le 24 février et fin mars 28 d'entre vous. Sachant qu'une promo typique, hein, peut-être je sais pas, on a un gros tiers d'ingénieurs en général dans une promo, avec beaucoup d'étudiants qui sont issus de l'ESTP, quelques centraliens, quelques INSA aussi. On a ensuite des Dauphinois, alors pas forcément issus du M1 Finance, hein, qui peuvent être issus d'autres formations au sein de Dauphine, qui représentent aussi un quart, un tiers. Et puis on a ensuite des étudiants d'écoles de commerce, un certain nombre d'écoles de commerce, et puis ensuite des parcours assez variés, étudiants qui ont fait l'ESPI, étudiants qui ont fait du droit. On a régulièrement, cette année ou l'année dernière, on avait une étudiante d'Assas en fait qui avait une maîtrise de droit, même en droit d'Assas, des architectes aussi de temps en temps. Voilà un peu. Cette diversité-là dans notre recrutement est aussi je dirais à l'image de la diversité qui peut exister dans le secteur. Voilà. J'ajoute peut-être juste une chose, en préemptant peut-être une question là-dessus. Il est très important, évidemment, dans nos métiers et dans notre formation, d'être à l'aise en finance. Alors, ce qui fait que nous sommes quand même très attentifs à votre, j'allais dire, à vos accointances financières au moment du recrutement. Ça ne veut pas dire, Ludovic a dit, que nous ne recrutons que des financiers, à loin de là, ou même que des scientifiques. On recrute aussi des juristes, des architectes. Mais il est important que vous vous sentiez à l'aise, voilà, d'abord avec les chiffres, avec les ordres de grandeur, avec des petites mécaniques de compréhension financière. Et nous faisons d'ailleurs un cours de mise à niveau finance en début d'année qui est plus particulièrement destiné à ceux qui sont moins à l'aise en finance. Mais donc, voilà, ça c'est un point très lourd, hein, évidemment, dans ce métier. On parlait de financiarisation tout à l'heure, on parlait d'opérations de rentabilité, de valorisation, etc. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire carrière dans l'immobilier sans avoir un minimum d'intérêt pour la finance. Mais vous pouvez être recruté par le 246 sans avoir fait de finance dans votre parcours. Voilà. Alors, je profite juste, il y a une question effectivement qui a été posée par un étudiant étranger pour un numéro INE. Très honnêtement, je ne sais pas répondre. On a des étudiants étrangers régulièrement. Hein. C'est pas notre objectif principal, mais on est très content d'en avoir. On en a toujours une toute petite dizaine, souvent des binationaux. Mais donc, ce que
je vous encourage, puisque je n'ai pas votre mail, reposer la question à Lucie Landowski, dont vous avez eu le mail tout à l'heure. On va déjà la prévenir et elle vous répondra. Mais en tout cas, il y a une solution. Enfin, il n'y a pas de. On a des étrangers tout à fait régulièrement. Alors, il y a des mains qui sont levées. Je crois Adrien Bibre l'avait levé le premier. Est-ce que vous pouvez juste mettre votre caméra, actionner votre caméra quand vous poserez la question? Allô, allô? Oui, bonjour, pardon, je suis sur le navigateur. Oui. La caméra, je suis sur le navigateur, donc elle n'est pas activée. D'accord. Bon, bah, allez-y. Bon, bah, allez-y. Donc, c'est que j'ai une question notamment concernant un peu le planning, parce que donc le jury donc se déroule entre le 19 et 28 mars, et vous savez quand est-ce qu'on aura à peu près les réponses c'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide. Autour de la mi-avril, quelque chose. Oui, même avant souvent. Hein. C'est-à-dire qu'on fait, voilà, on finalise ça, on va dire. En principe, le 15 avril, on aura déjà notifié tous les candidats qui sont admis en liste principale. D'accord, très bien. Et donc la rentrée. Vous aurez un mail, hein, vous serez prévenu par mail. Oui. D'accord. Et la rentrée, donc, elle se fait début septembre? Oui, c'est ça, c'est la deuxième semaine de septembre, hein, si ma mémoire est bonne. Normalement, c'est le 3e lundi de septembre. Oui. Donc, on doit pouvoir retrouver la date précise. Il peut y avoir des petits ajustements, mais c'est ça. Du coup, ça nous laisse donc 6 bons mois pour trouver une alternance. Exactement. Et trouver des alternances, c'est vraiment pas un sujet. Hein. Il y a une forte demande des entreprises pour avoir des alternants. On ne présage pas que, enfin, vous savez qu'il y a une réforme de l'apprentissage en ce moment, donc qui fait que l'apprentissage sera un tout petit peu moins intéressant financièrement pour les entreprises. Mais on ne pense pas que ça va avoir un impact significatif dans la mesure où il y a toujours la formule du stage qui peut être mise en place. D'accord. Du moment où en fait on est accepté, les entreprises sont plus ouvertes à nos profils et. Oui. Et de toute façon, il y a une entre guillemets une bourse aux alternances qui est organisée. Donc, on reçoit des offres de façon continue. D'accord. Je vais répondre peut-être à quelques questions. Le pourcentage de cours en anglais. Alors, l'immense majorité des cours est en français. Il y a quelques enseignants qui donnent leurs cours en français avec des slides en anglais. Mais bon, on est quand même dans un domaine qui historiquement a été l'affaire des anglo-saxons, en tout cas pour l'immobilier d'investissement. La raison est très simple, hein, c'est l'existence de fonds de pension à la différence de la France. Hein, et donc, il y a beaucoup de jargon anglo-saxon dans notre industrie, en anglais. Voilà. Et alors, j'ai une question suivante. Est-on obligé de présenter un test d'anglais IELTS ou TOEIC, TOEFL ou des équivalents acceptés? Écoutez, on verra. Je ne vois pas forcément à quoi il est fait référence. Mais bon, on peut toujours regarder ça. L'important, c'est l'équivalence d'un B2 en IELTS ou 785 en TOEIC qui est nécessaire. Alors, j'avais, je crois, peut-être Constance Bellu, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra pour poser vos questions? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Bonjour, Constantin Bellu. Je suis actuellement en PG, enfin en deuxième année à l'ESPI, en bachelor, donc en alternance. Oui. Et j'aimerais faire donc le M2. Je prends un peu les devants, je vous avoue. Le M2 de management de l'immobilier à Dauphine. Je sais qu'on a une très bonne formation aussi à l'ESPI en master avec les MEFIM ou les MAPI. Qu'est-ce que vous me conseillez pour rejoindre le master 2 ? Est-ce que plutôt rejoindre la finance de manière globale à Dauphine en faisant le M1 de finance pour reprendre des bases solides en finance,
ou est-ce que vous recrutez aussi des gens depuis le Master 1 à l'ESPI? Alors c'est clair que si vous passez, je dirais, la barrière, le saut important pour arriver à rentrer dans le M1 Finance de Dauphine, c'est clairement quelque chose qui facilitera votre entrée. Vous serez déjà à Dauphine et vous serez dans une cohorte où vous pourrez. Voilà. Mais même en étant en M1 fin de Dauphine, il faudra bien sûr faire attention au choix de votre stage ou de votre césure, hein, et d'être dans le secteur. Maintenant, on a chaque année au minimum un ou deux étudiants qui ont. Pas forcément plus non plus. Oui, voilà, oui, c'est ça. On tourne entre deux étudiants qui viennent du M1 de l'ESPI. Voilà. Donc, enfin, on a beaucoup de candidats, un certain nombre de candidats. Non, mais la réponse de Ludovic est limpide. Faites le M1 de Dauphine. Voilà. Ouais, il faut candidater au M1 de Dauphine dans l'idéal. Ça accroît systématiquement vos chances, puisque de mémoire, ils sont 280 dans le M1 de Dauphine, et ensuite ils se répartissent dans les 11 formations. Vous êtes déjà dans la place, quoi, donc c'est quand même plus simple. Voilà. Et puis, je suppose qu'aussi, au recrutement en M1, on postule également pour un M2. Ça va de soi. Pas nécessairement, mais en tout cas, ce que vous faites, c'est que vous postulez. Alors, on parlait des parcours fléchés tout à l'heure, mais disons que dans votre lettre de candidature pour le M1, vous allez, c'est pas un mauvais point de dire, voilà, je m'oriente préférentiellement vers l'immobilier, oui. Vers l'immobilier. Vers un master de 146 et puis le métier. D'accord. Ok. Vous aviez une autre question? Non, c'est bon? C'est bon, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, on a Camille Tréguer, pardon, excusez-moi. Camille Tréguer. Allez-y, Camille, avec la caméra. Super. Oui. On ne vous entend pas, Camille. Voilà. On ne vous entend pas, là. Voilà. Peut-être, si vous êtes... on va passer à Augustin pendant que vous... Voilà. Voilà. Et puis, peut-être, vous pouvez enlever votre caméra si ça pose un problème. Là. Voilà. Voilà. Oui, allez-y, Augustin, pendant que Camille s'ajuste. Allez-y. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors moi, je pense m'être trompé de forum parce qu'en fait, je travaille déjà depuis un certain nombre d'années dans le secteur de l'immobilier. Et en fait, je suis intéressé par le Executive MBA en immobilier. Et donc, je pense m'être vraiment trompé de porte, mais peut-être que vous avez des informations à me donner, peut-être que vous supervisez aussi ce Executive MBA, je crois que c'est la première année. Alors, peut-être que ça fait appel à peut-être une autre discussion dans un autre cadre, mais... Oui, tout à fait, d'autant que pour le moment, en partie compte tenu de la conjoncture, nous avons reporté le démarrage de ce MBA. Voilà. Mais ce que vous devriez faire, c'est candidater par le biais sur la plateforme du MBA pour qu'on vous ait dans les tablettes et pour vous contacter. Sinon, vous pouvez toujours faire le M2. Vous pouvez faire le M2 quand même. Vous pouvez faire le M2. Voilà. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. D'accord. J'ai 26 ans. Oui, là, à mon avis, vous êtes quand même un peu jeune pour le MBA, pour être tout à fait. Sûrement. Vous êtes très bien pour le M2, mais pour le MBA, on avait plutôt une cible à 35 ans, quoi, enfin autour de ça. Vous êtes sans doute un peu juste pour le MBA. Mais candidater quand même sur la plateforme, ça permettra d'être au courant quand on relancera l'affaire. Et du coup, bon, ok, je vais candidater, c'est de mon côté. Très bien, merci beaucoup. On va prendre Camille Tréguer qui alors, toujours... Camille, ça y est, c'est bon? Camille, vous nous entendez? Non. Bon, on va prendre Hélène Fitoussi. Alors, oui, mais je pourrais demander que par oral, du coup. Oui, alors, allez-y. En fait, du coup, moi, j'avais vu par rapport au master de l'ESPI que, justement, les personnes acceptées avaient fait un M1 et un M2 à l'ESPI. Donc, je voulais voir, est-ce que la passerelle était possible en faisant seulement un M1 à l'ESPI et ensuite le M2, ou si c'était vraiment des cas exceptionnels? C'est des cas exceptionnels. On va être très brutal. Okay.
C'est possible, ça nous est arrivé, mais enfin, voilà, on ne va pas vous raconter d'histoire. Nous recrutons des étudiants de l'ESPI chaque année, donc la porte n'est pas fermée du tout, mais elle n'est pas large. Et effectivement, quand vous avez terminé le M2 à l'ESPI, vous avez une chance un peu plus sérieuse. La bonne idée étant aussi de passer le M1 à finance à Dauphine, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Mais rien ne vous empêche, si vous avez le M1 à l'ESPI, rien ne vous empêche de candidater. Hein, ça vous fait un galop d'essai, vous pouvez très bien revenir l'année d'après. Oui, oui. Bah, justement, là, je suis seulement en 3e année de licence, du coup, c'est pour ça que je demande de faire mon choix de M1 déjà. Bonne anticipation, là. Voilà. Allez, on a Ilan Fitoussi. Ilan, vous mettez votre caméra, voilà. Oui, bonsoir. Allez-y. Alors sur ma candidature, j'ai constaté qu'il y avait un mémoire, un devoir de mémoire à faire pour la candidature, et je me posais des questions concernant le rôle et l'importance de ce mémoire dans le processus de sélection. Alors, pour être honnête, c'est un rôle de découragement ou de sélection. C'est-à-dire que ça prend un peu de temps de faire un mémoire, même avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais on sait repérer l'intelligence artificielle. Donc, c'est une manière de tester votre engagement, votre motivation. Mais on le dit quand même, hein, on le dit quand même. Voilà. On va dire qu'on regarde le résultat académique, et puis c'est ce genre de choses quand on commence à se poser des questions sur un candidat, on va aller le lire de façon plus détaillée. Mais en tout cas, il sera parcouru. D'accord. Il faut que votre dossier soit bon. Hein. Si votre dossier, par ailleurs, n'est pas bon, le mémoire ne le sauvera pas. Soyons clairs aussi là-dessus. Mais si votre dossier est bon, il faut que vous ayez un bon mémoire pour transformer en quelque sorte, voilà, pour être admissible. Je vais prendre une question là qui est sur le fil de conversation. Le taux de réussite au M2, on a la quasi-totalité des étudiants qui ont leur M2, mais on a quand même des redoublants. Qui ne redoublent pas l'intégralité du cursus, mais qui redoublent une matière ou un module. Et donc, on a un redoublant ou deux redoublants une fois tous les 2 ans, en moyenne. Hein. C'est ça. Non, l'objectif, c'est à partir du moment où vous êtes pris, qu'on vous diplôme, comme on dit, qu'on vous délivre le diplôme, mais ça n'est pas un diplôme de complaisance, hein, ce sont des examens qui sont encadrés avec l'idée, effectivement, que vous soyez à bon niveau pour vos employeurs, et donc on ne peut pas faire, entre guillemets, de cadeaux, sauf à décourager ou à pénaliser les anciens étudiants qui sont déjà dans le secteur. Juliette Louvard, est-ce que Juliette, on lui a déjà répondu? Je ne crois pas. Et puis on a aussi Adrien Bibre également. Qui revient, oui. Bonsoir. Juliette, bonsoir. Allez-y. Oui, alors pour revenir sur les candidatures et pour rebondir sur la question de Camille, est-ce que vous êtes attentif à des profils de bachelor d'école de commerce, de master 1, comme celui de l'ESSEC, avec des stages, alternances plutôt pertinentes pour faire de l'immobilier, ou est-ce que vous êtes complètement fermé à ce genre de diplôme? Alors, par contre, il faut que vous ayez un M1. Hein, oui, c'est... Oui. Voilà. Et qu'il soit agréé M1. Voilà, parce qu'on a un certain nombre de BBA en fait, qui sont en 4 ans, mais qui ne sont pas agréés M1. Voilà. Agréé M1 et avec un équivalent ECTS de Master 1. D'accord. Voilà. C'est le cas de celui de On n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Voilà. Ça marche. Voilà, c'est mieux d'avoir fait une école de commerce classique, etc. Mais voilà. Quelqu'un qui a fait l'ESSEC, parcours grande école, qui vient chez nous, un dossier académique qui est un peu meilleur. Mais après, la qualité des stages, la lettre de motivation, la motivation du candidat joue aussi. D'accord. Bon, parfait. Merci beaucoup en tout cas. Alors, on répond à Thomas Fiocconi au passage. Est-ce que l'excellent académique prime sur le dossier professionnel et la motivation? J'ai souvent l'habitude de dire qu'on a 3 critères.
qui sont en effet l'excellence académique, la motivation immobilière et l'appétence financière. C'est assez difficile de dire ce qui prime. On ne peut pas dire que l'un prime sur l'autre, c'est un paquet. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas faible. C'est vraiment la philosophie générale du master, c'est que vous ne soyez pas faible sur l'un des points. C'est un peu l'idée d'avoir des personnalités équilibrées. Donc, que vous ayez, vous n'avez pas besoin d'avoir 18 ou 19 au bac. On ne refuse pas les 18-19 au bac, mais ça n'est pas absolument déterminant. On est très méfiant, je dis les choses là aussi très simplement, d'étudiants qui ont redoublé ou qui ont eu beaucoup de rattrapage dans leur parcours. Ça n'est pas forcément dissuasif, enfin, ça ne vous interdit pas forcément l'accès au master, mais ça devient quand même très difficile. Il faut que ce redoublement ou ces rattrapages apparaissent vraiment comme des accidents et non pas quelque chose de courant. Si vous avez redoublé 2 fois, je crois pouvoir dire que ce n'est pas la peine. Voilà. Et de la même façon, du point de vue effectivement de la motivation, il faut qu'on se dise que vous serez encore dans l'immobilier dans 60 ans, quoi. C'est-à-dire après votre retraite. Juste au moment de la retraite, c'est ça? Ou même après, quoi. Non, mais c'est un métier effectivement de passion. Beaucoup de ceux qui tombent dedans n'arrivent plus à en sortir. Et donc, il faut que vous soyez en communauté avec les autres, quoi. C'est vous rentrez un peu, vous rentrez pas tout à fait dans un monastère, mais enfin, il y a quelque chose de communautaire et d'adhésif à avoir dans l'immobilier. Donc, c'est une personnalité effectivement un peu complète. On n'a pas que des mentions très bien dont on se dit qu'ils seront à 80 ans sur les stands du MIPIM. Mais enfin, on a des personnalités dont on se dit on a vraiment envie de les avoir. Voilà. Adrien? On a encore Adrien qui avait déjà posé une question. Je ne sais pas si vous en avez une deuxième. Oui, j'en ai une deuxième. C'est concernant du coup la validation, ça se fait par UE, c'est ça? Oui, on peut. En fait, il faut avoir la moyenne dans chaque module. Et puis, en revanche, au sein d'un module, il faut avoir au minimum 8 dans chaque matière. Donc, si vous avez moins de 8, vous repassez la matière. Et si vous avez moins de 10 au module, vous repassez les matières qui vous ont mises en défaut. D'accord, très bien. Et vous avez effectivement une quinzaine d'examens chaque année, hein, donc autour de Dieu, grosso modo, effectivement. Et donc ça se passe directement à Dauphine ou c'est à la maison des examens? Non, c'est à Dauphine. Les examens ont lieu à la fin des cours. Donc vous avez des UE, comme vous dites, qui se déroulent pendant plusieurs semaines. Et à la fin du déroulement des UE, l'examen clôture l'affaire. Donc voilà, vous avez des examens pratiquement tous les 15 jours, on va dire ça simplement. Enfin, c'est à la fin de chaque UE, voilà. C'est-à-dire que les examens commencent en général à partir de fin novembre, et puis vous en avez un jusqu'à la fin de l'année, ensuite tous les 15 jours. Très bien. Parce que en fait, il y a une question sur un TOEIC en dessous de 785. La réponse est non. C'est-à-dire qu'il est clairement affiché sur le site, hein, qu'il y a un niveau minimal de TOEIC donc qui est fixé, si c'est un TOEIC. Il faut que vous débrouillez pour passer le 785. Ou quelque chose d'équivalent dans un en TOEFL ou en IELTS. Est-ce qu'on a encore des questions? On a un peu dépassé l'horaire parce que normalement, je crois qu'il faut qu'on arrête à la demi.
Bon. Est-ce que vous avez encore des questions ou c'est bon? Bon, bah écoutez, bon courage et bonne chance pour les dossiers. Voilà. Vous avez encore 3 semaines ou presque, Oui. donc Voilà. encore du temps. Voilà, faites attention effectivement aux mémoires, hein. C'est un mémoire d'une bonne dizaine de pages, donc c'est pas une grosse tome. Mais l'idée, c'est que le mémoire permet de se faire une idée de votre intérêt, hein, pour l'immobilier, que ce soit pas un mémoire intelligence artificielle. Ça, vous êtes mort, hein, c'est pas la peine d'insister. Donc, évitez l'intelligence artificielle, sinon vous êtes mort. Ça vous tuera. En tout cas pour l'accès. Il faut être tout à fait clair là-dessus. Mais dites des choses, enfin, voilà, documentez-vous et prenez position. Voilà, dites ce que vous pensez, vous, vraiment, même si ce n'est pas à l'air du temps. Mais évitez l'IA parce que ça tue. Elisa, encore une question? Une dernière, alors, du coup. Oui, pardon, je suis un peu en retard. Une petite question concernant les résultats. Quand est-ce qu'on va savoir si on a un entretien à peu près, enfin, dans quel délai par rapport à la fin des candidatures qui est le 24 février? C'est une bonne question. Oui. Ça dépend de notre rapidité à étudier les différents dossiers. En général, vous le savez quand même assez tard, hein, dans le processus. Donc, je crois que dans le processus, ça doit être, si les entretiens commencent le 19, ça doit être 4-5 jours avant maximum, hein. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Oui, il faudra effectivement faire attention à un peu de disponibilité pendant la période des oraux qu'on vous a indiqué tout à l'heure. Voilà. Okay, Sachez que nous, on peut peut-être, nous, je crois que on s'étale du 21 au 28, hein, à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. On a déjà prévu des slots, hein, pour les entretiens. Et donc, notre premier slot commence le 21. D'accord. Je ne sais plus si on vous a répondu, Charbel. Alors, non, je n'ai pas posé ma question finalement. Allez-y, excusez-moi. Je suis dans le cas que redoutent Constantin et Camille, donc je suis en M1 à l'ESPI. Cependant, ma question posait un peu plus sur la technologie que vous avez évoquée dans la pluridisciplinarité, pardon. Et je voulais savoir comment vous abordez ça pendant le cursus à Dauphine. Vous avez un architecte enfin même plusieurs, hein. Il y a un cours de pathologie du bâtiment qui est voilà. Et Denis, il y a d'autres cours aussi, hein, sur tout ce qui est technique. Voilà, il y a un expert donc technique qui intervient également. Donc vous avez la technologie à la fois dans la technique de la construction neuve et dans la technique de la réhabilitation. Enfin, dans la technique et dans les repérages de réhabilitation. Merci. Voilà. Parce qu'on a plus de questions. Voilà. Bon, nous attendons vos dossiers. Voilà. Que nous étudierons avec plaisir. Absolument. Voilà. Plaisir et intérêt. Et intérêt aussi. Non, c'était toujours passionnant de voir vos dossiers. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Et à bientôt peut-être. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir.